Merci de votre fidélité à la télévision Futur Média. Avec nous, le professeur Ousmane Sène. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va parler de l'élection américaine et de la campagne électorale qui se déroule en ce moment même au Sénégal. Mais naturellement, un mot sur la disparition de Mamadou Moustapha Ba. Et on vient de le voir à l'écran. Il disait au revoir aux députés. Et finalement, c'est un adieu. Est-ce que vous l'avez connu et que pensez-vous de lui? Oui, de loin. On s'est quelquefois rencontrés à l'aéroport. Il avait une destination, j'avais la mienne. Pour le reste, c'était beaucoup plus en tant que ministre chargé de nos deniers publics. Mais comme vous avez montré l'image, quelqu'un de très affable, oui, avec un sourire très innocent, très affable, très gentil, et qui dégageait beaucoup de sympathie, beaucoup de gentillesse. Un bon fils, je crois, du RIP, qui a été véritablement un grand fonctionnaire, ce qu'on appelle un grand commis de l'État. N'oubliez pas, il était aux finances. Il paraît même qu'à un moment, on lui a fait plusieurs fois l'offre de devenir ministre des Finances. Il a décliné et finalement il a accepté. Mais je crois qu'on peut dire qu'il a été un très bon ministre des Finances. Et aussi, si vous voulez, le macaron de ministre ne l'a pas beaucoup changé. Il a été toujours égal à lui-même. Et que Dieu vraiment l'accueille en son paradis le plus élevé. Ouais, il était considéré comme un as de la finance et les réactions se multiplient. Le président Bassirou Diomaye Faye sur X a publié « J'apprends avec tristesse le décès de Mamadou Moustapha Ba, ancien ministre des Finances et du budget du Sénégal. Mes pensées accompagnent sa famille et ses proches dans cette épreuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite. Miséricorde », un tweet du président Bassirou Diomaye Faye. Son ancien patron aussi, Amadou Ba, l'ancien premier ministre Amadou Ba, qui était également très connu au niveau des finances. Aujourd'hui, on pense à ces personnels du ministère des Finances. Mamadou Moustapha Ba, vous l'avez dit, a intégré cette maison en 1992. Il a gravi les échelons jusqu'à devenir le patron des finances, jusqu'à devenir l'argentier du Sénégal. Son ancien patron, donc Amadou Ba, a suspendu momentanément sa campagne aujourd'hui et probablement demain, et parce qu'ils avaient des relations personnelles. Voici Amadou Ba. Nous avions des liens personnels aussi liés. Donc dès que la nouvelle m'a été annoncée et confirmée, j'ai décidé de suspendre pour aujourd'hui et éventuellement pour demain la campagne électorale. Le temps de voir avec ses proches qu'est-ce qui doit être fait. Parce que nous avions ce type de rapport. Je voudrais présenter mes condoléances à sa famille, mais à tout le Sénégal. Un homme qui a rendu des services à ce pays, c'est indiscutable. Hier, je lui rendais hommage à Nioro, à l'étape de Nioro, où il est originaire, devant sa famille, pour montrer que c'est un homme très compétent pour parler de lui. Malheureusement, moins de 24 heures après. Voilà, le leader de la coalition Diamandiarine, donc, qui a stoppé sa campagne aujourd'hui et probablement demain. Voilà pour le moment ce que nous pouvions dire sur la disparition de Mamadou Moustapha Ba. Nous reviendrons là-dessus bien entendu. La campagne électorale, justement, professeur Ousmane Sène, nous en sommes au 9e jour. Que pensez-vous des thématiques développées lors de cette campagne? Nous sommes à J-13 du scrutin. Oui, bon, des thématiques qui se ressemblent beaucoup. Oui. Bon, la pléthore de listes fait que on ne peut pas dire quelque chose de nouveau. La plupart des intervenants ou des candidats se répètent, mais c'est des thèmes qui interrogent le quotidien des Sénégalais. Parce que quand même, surtout quand on va dans le Sénégal en profondeur, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses à faire par rapport à des villages où il n'y a pas d'électricité, où il n'y a pas de l'eau à boire, que vous leur promettiez que tout cela, vous allez y travailler pour qu'on y trouve une solution. C'est tout à fait noble. Et je crois que
On n'a pas eu des situations extraordinaires où il y a la liesse qui faisait que les téléspectateurs étaient là à regarder, mais à rire ou à s'amuser parce qu'il y a des choses extraordinaires qui se font sur le terrain. Mais bon, ils sont en train de dérouler et on espère qu'ils continueront à dérouler dans une atmosphère empreinte de cordialité, de paix et de respect mutuel. Il y a eu des dérapages au tout début, mais comme je te le disais tout à l'heure dans la journée, il était heureux que ces dérapages-là aient pu avoir lieu au départ pour que quand même on puisse mettre le haut là. Oui. Une élection, c'est pour le bien du peuple. Il faut que pour cette cause justement, qu'on puisse respecter le peuple et chaque individu qui est un membre du peuple, le respecter, son intégrité, sa vie, et qu'il n'y ait pas de dérapage regrettable que d'ailleurs le président a condamné, et je crois que ça a été une excellente initiative et que tout le monde qui est pris de ce Sénégal-là condamnerait pour que quand même les choses se déroulent dans la bonne atmosphère et qu'on est tous des frères et des sœurs. Et que la campagne soit une fête. D'ailleurs, on vous sentait un peu nostalgique parce qu'on ne l'a pas retrouvé cette année. C'est ce que vous voulez dire. Des grands slogans comme on avait l'habitude de l'entendre. On se rappelle ces campagnes très festives où Abdoulaye Wade disait certaines choses par rapport à Abdou Diouf et tout le monde riait. Vous vous rappelez le colibé que Senghor avait inventé ou avait inventé pour Abdoulaye Wade qu'il connaissait très bien, mais tout ça passait très bien. De Golo Wachel Gaindeye, professeur Abdoulaye et je me rappelle même un candidat à la présidentielle qui n'a pas fait un grand score, mais qui véritablement est resté dans le cœur des Sénégalais. C'est Madické Niang. Tout à fait. Véritablement, il avait des choses à dire chaque fois qu'il le disait. Il nous renversait. L'élection, c'est une chose très sérieuse. Absolument. Mais décrisper les gens, c'est aussi une très bonne chose. Et je crois qu'il faut que le Sénégal apprenne à faire de la politique et à bannir la violence. Bien sûr. Alors, un des sujets de cette campagne, professeur, c'est tout de même la censure d'un livre sur l'autonomie de la Casamance. Ce livre ne sera pas commercialisé à couper court le Premier ministre Ousmane Sonko. L'aile politique du MFDC l'appelle à calmer ses ardeurs. Je cite le porte-parole M. Diba. Que pensez-vous de cette affaire? Alors, ce que je pense de cette affaire, j'en ai discuté avec un éminent historien qui, comme il l'a dit, a même introduit au Sénégal quelques exemplaires de ce livre. Vous parlez du professeur Ibrahima Thioub. Exactement. On s'est retrouvé le week-end passé, enfin un week-end, il y a 2 week-ends, à Joal pour aider Madame le maire de Joal à organiser des manifestations en hommage à Joal et à Senghor à la fin du mois de novembre. Et il m'a montré un passage dans ce livre qui véritablement rendait hommage au Sénégal parce qu'ayant élu le président Diomaye Faye et qui disait texto, c'est un paragraphe qui disait que il est à espérer qu'avec le tandem Diomaye et Sonko, on pourra trouver une solution définitive et heureuse à la crise casamançaise. Mais ce que j'ai dit à Ibrahima Thioub, je lui ai dit, Thioub, toi et l'historien Diallo, Khalidou Diallo, vous avez fait un texte, mais le texte est extrêmement long. Ne vous attendez pas à ce que le Sénégalais ordinaire puisse lire ça. Je leur ai dit, prenez quand même ces passages du livre et montrez ça au public pour montrer que ce n'est pas un livre qui est en train de défendre l'irrédentisme casamancé, mais que ça tient plutôt un autre discours. Parce que quand même, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a eu une levée de boucliers tout azimut. La première question, c'est tous ceux-là qui ont levé les boucliers, est-ce qu'ils ont eu le temps de lire le livre? Oui, et c'est ce que dit le professeur Ibrahima Thioub, et c'est très intéressant parce que du prime abord, quand on agite ce sujet-là, tout de suite, les gens crient au loup, mais quand on entend quand même un professeur comme Ibrahima Thioub, en tout cas un intellectuel de cet acabit quand même prendre position en disant que la censure n'était pas une bonne idée, c'est intéressant aussi de l'écouter parce qu'il n'a pas fait dans le corporatisme mais plutôt dans l'intellectualisme et ça plutôt ça élève le débat et ce qu'il dit c'est qu'on prête à l'ouvrage des intentions qu'il n'a pas. Oui, parce qu'il y a l'universitaire qui voudrait que
chaque livre, chaque production intellectuelle, quel que soit par ailleurs son contenu, puisse être, si vous voulez, disponible pour le public. Oui. Mais dans ce cas-ci, et connaissant Ibrahima Thioub, et connaissant aussi certains des auteurs, dont un professeur et dont un universitaire américain que je connais très bien, qui ne passe pas un an sans venir au moins 2 fois au Sénégal, je crois que ce n'est pas ce genre de personne qui se mettrait à souffler sur le feu, même s'il n'est pas incandescent, de l'irrédentisme casamançais. Je crois que c'est ça. Et il y a autre chose, c'est qu'un titre peut être extrêmement traître. Tout à fait. Le titre, vous réfléchissez et vous voyez comment vous allez construire le titre pour que quand même les gens aillent au-delà de ce titre-là. Oui. Mais une première lecture d'un titre et de certains mots, vous vous dites « Ah, le livre va dans ce sens-là, alors que peut-être ce sens-là n'est pas avéré. » Parce que ce qu'il faut dire, c'est que aussi l'opposition s'est très vite saisie de l'affaire, le contexte aidant. Il y a eu des communiqués et il y a une dimension politique effectivement de cette affaire. Est-ce que ce soit l'opposition comme le pouvoir, donc en l'occurrence le patron du gouvernement, le Premier ministre, ils ont eu une lecture un peu politique de l'affaire? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout ce monde-là n'a pas eu le temps de lire le livre. Oui. Peut-être que ce qu'on peut dire, c'est oui, mais les auteurs n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes. Il fallait qu'ils donnent un titre facile à comprendre pour le commun des Sénégalais ou le commun des lecteurs. Mais véritablement, on a condamné un livre qu'ils n'ont pas pu lire. Moi-même, je n'ai pas eu accès à ce livre. Le professeur Thioub, n'ayant qu'un exemplaire ce jour-là, il me l'a montré. J'ai vu le titre et j'ai vu le paragraphe dont il parlait et qui n'a rien à voir avec un discours qui dirait oui, mais il faut que la Casamance soit indépendante. Je crois qu'il faudrait peut-être qu'on prenne le temps de lire le livre pour voir quelle est sa teneur, quel est son contenu. Je dis encore, toute œuvre, aussi intellectuelle, aussi académique qu'elle puisse être, dès l'instant que ça verse dans la division du Sénégal, moi je ne suis pas preneur et je ne soutiens pas. Mais dans ce cas-là... Clairement, vous aussi, vous êtes pour la censure alors? Non, c'est pas que je sois pour la... Non, je ne peux pas être pour la censure. Mais je veux dire, il y a des livres, si c'est des livres de propagande, parce que ce livre-là... Le professeur Thioub qui l'a lu, et c'est une grande différence entre lui et les autres qui ne l'ont pas lu. Il va au-delà de ça. Bien sûr. Il est impliqué dans ce livre-là. Mais connaissant Thioub, connaissant le fait qu'il est attaché à ce pays-là, connaissant tout ce qu'il a fait pour l'université, pour la recherche et pour la notoriété de ce pays, je ne crois pas que le professeur Thioub, tout ami de moi qu'il puisse être, c'est pas l'amitié, c'est un témoignage honnête. Je ne crois pas que Thioub puisse se permettre de cautionner, de soutenir un auteur dont le dessein et d'écrire quelque chose qui va diviser le Sénégal. Ça, je le dis de manière très nette. Et peut-être ce qu'il dit aussi, c'est que on ne peut pas censurer une idée. Ça revient à mettre de la poussière sur le tapis. Une idée, il faut peut-être la déconstruire. Oui, mais vous savez, là... En disant que nous avons des départements d'histoire ici au Sénégal, nous en avons 5 exactement, comme il le dit, parce que j'ai pris le temps de l'écouter, parce que c'était important d'avoir son avis d'intellectuel sur le sujet. Est-ce qu'on n'a pas eu une réaction finalement hâtive, nous tous? Je crois, il a raison de dire qu'on ne censure pas une idée, parce que si vous le dites, vous versez du poison dans l'idée qui va se germer et se développer. Toute chose interdite crée une sorte de tentation. De curiosité. Même dans la religion, l'interdit est toujours alléchant. L'interdit nous donne envie d'aller voir ce qu'il y a derrière. Ce qui se cache. Donc ce n'est pas la meilleure des choses. Et je le répète encore une fois, pour un livre, en tout cas le peu que j'en ai vu, ne fait pas l'apologie du MFDC, ne fait pas l'apologie de la division du Sénégal ou de l'indépendance hypothétique ou illusoire de la Casamance. Ce n'est pas le cas pour ce que j'en ai vu. Maintenant, comme je suis aussi comme les autres, je n'ai pas lu, mais j'ai beaucoup discuté avec le professeur Thioub et je ne crois pas que le professeur Thioub soit un affabulateur. La question que je pose, c'est quel intérêt aurait-il à introduire dans ce pays un livre qui serait un brûlot, qui n'aurait d'intérêt que de nuire à son pays, le Sénégal? Quel intérêt?
pour quelqu'un qui a fait l'école de Jules Ferry, l'école primaire, le lycée, l'école normale de Mbour, qui a fait ses humanités à l'université Cheikh Anta Diop, qui est devenu par la suite recteur de l'université et qui jusqu'à présent donne des enseignements ici et ailleurs, en particulier en France, même étant frappé par la limite d'âge, il est à la retraite. Je ne crois pas à une version de ce genre-là. Je crois que autant les autorités, on peut les comprendre dans la nécessité qu'ils éprouvent de défendre l'intégrité du territoire sénégalais. Sans avoir lu le livre encore une fois. Mais sans avoir lu Après, c'est une décision politique qui peut se comprendre aussi. C'est une décision politique dans cette mesure-là, d'autant plus que les gens impliqués, on les a accusés d'être des gens qui favorisent le MFDC. C'est une situation politique très compliquée, à la limite un peu pourrie. Donc, prendre cette décision pour dire mais voilà, c'est ça ma posture, on peut aussi épiloguer et dire que c'est peut-être ça, mais pour une fois, et je le dis et je le répète, on ne condamne pas un livre qu'on n'a pas lu. Oui, bien sûr, c'est une question politique et bien évidemment l'opposition ne l'a pas lu avant de faire ce communiqué. Manifestement, le chef du gouvernement aussi, et pas de chance, il y a l'aile politique du MFDC qui sort également et qui n'y va pas de main morte. L'univers sémantique du porte-parole ne nous permet pas naturellement de diffuser l'élément, mais en réalité, c'est finalement Ousmane Sonko lui-même qui se retrouve bien embêté par cette histoire. Oui, mais je dis aussi que les gens du MFDC, ils ne peuvent pas dire pourquoi on va empêcher qu'on raconte notre histoire. Il n'y a pas d'histoire du MFDC qui serait différente de l'histoire intégrale de la Casamance et du Sénégal. Je crois que ça aussi, il faut qu'on le dise. Le MFDC, c'est un irrédentisme que personne n'approuve au Sénégal. Même les forces casamancaises ou les cadres casamancais se sont prononcés, et on se rappelle quand même, rappelons-nous tout ce travail qu'a fait quelqu'un comme Robert Sagna. On l'oublie souvent, mais il a joué un rôle extrêmement important. Et rappelons-nous aussi la manière dont le Sénégal a contenu cet irrédentisme. Vous n'avez jamais entendu parler de toute l'armée sénégalaise qui irait en Casamance pour mater du MFDC. Il y a eu des incursions, il y a eu des opérations, mais dans tout ça, il y a eu quand même des stratégies de discussion et de négociation dans l'anonymat dont personne n'était au courant. Et c'est ça qui a permis d'arriver aux quelques résultats qu'on a actuellement. Et on parle aussi du rapport de Jacques Charpy, son nom revient au devant de la scène. Il faut rappeler qui c'est quand même, c'est l'ancien directeur des archives de l'AOF. Et cette histoire n'est pas nouvelle dans la mesure où le président Abdou Diouf également en parle dans son livre, après avoir découvert une lettre de l'abbé Diamacoune. C'est lui-même qui convoqua Jacques Charpy, qui a tranché l'affaire, et aujourd'hui ça revient au devant de la scène. Est-ce que vous pensez que, d'abord, pourquoi, on peut s'interroger quand même sur le contexte, pourquoi maintenant, pourquoi ce sujet aujourd'hui, et est-ce que Ousmane Sonko est originaire de la Casamance, est-ce que c'est un gage de pacification absolue? J'aurais préféré croire en cela que véritablement ceux qui sont impliqués soient dans le sens de la pacification, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. D'ailleurs, il y a un paradoxe. Je ne vois pas que les gens se prévalent d'un certain panafricanisme et en même temps aussi jouer dans la division. C'est contradictoire. Si vous dites panafricanisme et si vous prenez, puisque le PASTEF est un parti panafricaniste. Absolument. Il y a beaucoup de gens qui sont là-bas, qui sont invisibles, mais c'est des panafricanistes purs et durs. Vous ne pouvez pas les sortir de ça. Qu'il y ait tout cet aréopage de gens qui croient à l'unité africaine et que par ailleurs on essaie aussi de souffler sur les braises d'une division, ça c'est contradictoire. C'est contradictoire, et je dirais qu'il faudrait que les Africains et les Sénégalais y pensent un peu. Déjà que le Sénégal est considéré comme un micro-État. Vouloir faire une partition dans ce Sénégal-là et prendre une partie du Sénégal et en faire un autre État, mais c'est reculer. Je crois que maintenant que les nationalités se sont cristallisées
le panafricanisme a beaucoup plus de pain sur la planche. Absolument. Mais retourner en arrière et vouloir encore morceler, Oui. mais ça c'est vraiment une reculade en arrière qui ne donne rien de bon, aussi bien pour le Sénégal que pour le reste de l'Afrique. En tout cas, pour être clair, en tout cas sur cette histoire, le Premier ministre a tranché clairement. Le Sénégal est un pays unitaire et que cette question de l'autonomie de la Casamance n'est pas envisageable. En tout cas, en somme, c'est ce qu'on peut retenir de son propos tenu à Ziguinchor. Il s'est prononcé clairement. Pour le coup, on en vient à l'élection américaine, professeur Ousmane Sène. Question pratique, Harris ou Trump, pour l'Afrique, ça change quoi? Oula, bon, je vais vous dire une chose. Oui. Je ne crois pas dans les différents débats et dans les différentes visites que les deux candidats ont faites. Je ne crois pas les avoir entendus une fois évoquer l'Afrique, même en passant. Ce qui veut dire que donc les enjeux sont des enjeux américains. Les enjeux peuvent être aussi des enjeux de l'Amérique par rapport au reste du monde, mais même l'Europe est à peine mentionnée dans le discours. Là où il y a fait mention, c'est là où il y a des hostilités en Ukraine et en Israël et le Hamas. Ça, il leur arrive d'en parler. Mais pour le reste du monde, le discours a été très chiche et très maigre. Et je crois qu'on en revient à une campagne qui a été concentrée sur l'Amérique à cause de l'effet d'entraînement de Donald Trump. Bien sûr. MAGA, America First, Make America Great Again. Donc, ce qui veut dire, élisez-moi, c'est moi qui vais m'occuper de vos problèmes. Oui. Le reste du monde ne m'intéresse pas. Et Kamala, même si on sait qu'elle a une vision différente de la géopolitique mondiale, ben elle va devoir emprunter ce même chemin et parler des questions qui interpellent le plus, si vous voulez, les intérêts des Américains. Oui, disons que, rappelons, j'allais dire que Biden, en 4 ans, n'a pas mis les pieds en Afrique. Oui, il faut quand même le rappeler. Et il avait prévu en revanche un voyage en Angola, mais il s'est retiré. C'était en décembre normalement ce voyage, mais malheureusement, ça ne se fera pas. Mais la victoire de Trump en 2016, pour beaucoup, c'était le triomphe du mensonge. Pourquoi ça a marché en 2016 et pourquoi ça ne marcherait pas demain? Non, justement, c'est pour ça qu'ils sont au coude à coude. C'est-à-dire que si on a dit en 2016, voilà un menteur, mais le menteur peut-être continue de mentir, mais on croit en ses mensonges. C'est ça. C'est-à-dire que aussi l'électorat de Biden y est pour... Non, l'électorat de Trump y est pour quelque chose. C'est une couche de la population américaine qui n'a jamais été au devant de la scène. C'est le fermier producteur. Donald Trump lui-même disait que je serais la voix des sans-voix. Mais oui, c'est le fermier américain avec son tracteur, avec sa bicoque et ses champs de maïs. Bon, il va voter, mais quand est-ce qu'on parle de lui? Nulle part. Mais le discours de Donald Trump leur convient parce que son style, avec ses courtes phrases faciles à comprendre, c'est aussi leur style. Les choses dont il parle, à la limite, ce côté vert de son discours où il n'hésite pas à presque insulter, mais ça justement, aussi, c'est l'atmosphère d'un petit bar dans un petit village où ces machos-là se réunissent et discutent entre eux. En plus de ça, l'accent, c'est élisez-moi parce que ma priorité, ce n'est pas le reste du monde. C'est l'Amérique et l'Amérique, c'est vous. En plus, il dit l'Amérique, c'est vous et il faudra qu'on se débarrasse de ces gens-là qui quittent les pays pauvres pour venir vous voler votre pain. Tout ça, c'est un discours qui va plaire à ces gens-là. Et à partir de ce moment, ils le suivent presque aveuglément. Donc le menteur, il n'a pas été pris et on a dit menteur dégage. Non. Menteur, oui, mais votre discours nous plaît et on vous suit. C'est le résultat qu'on a. Et comment se fait-il que chacun se positionne comme le chantre de la démocratie? Chacun défend la démocratie avec ses méthodes. Quelle est la différence selon vous? Non. Chacun défend la démocratie avec ses méthodes, avec les outils qu'il a et avec ce en quoi il croit. Kamala Harris a vécu dans un milieu américain.
qui porte des valeurs qu'elle reflète. Oui. Elle est de la middle class, elle n'est pas née dans une famille pauvre bien que noire, elle a fait des études poussées, elle a été un juge, elle a été même juge Bien de sûr. la Cour suprême de la Californie, mais voilà, intellectuelle, classe moyenne ou peut-être même classe supérieure, voilà, c'est un peu la Californie, c'est un peu New York, et c'est un peu aussi les leaders démocrates. Oui. De l'autre côté, vous avez Donald Trump qui, bien que milliardaire, prend sur lui de défendre l'Amérique, et pour lui, sa conception de l'Amérique, c'est l'Amérique des profondeurs. Donc, dans ces conditions, le discours et le programme va changer par rapport à ça. Donc, Kamala Harris va lutter contre l'immigration, mais elle ne va pas le faire avec les mêmes méthodes que Donald Trump. que Trump. Que Donald et elle Trump. n'utilisera pas le même discours. Oui, et sur la violence, parce que c'est assez impressionnant. Trump qui traite Harris de stupide, de débile, de prostituée même. Hein, a dit un proche de Trump lors d'un meeting à Madison Square Garden. De l'autre côté, Trump aussi est traité comme un fasciste. Oui. Mais qu'est-ce que Trump a de Mussolini? Ben, il admire Adolf Hitler. Oui. On le lui a dit. Il n'accepte pas beaucoup, mais il s'est défendu. Je ne suis pas Adolf Hitler, oui. Je ne suis pas de cette catégorie-là, mais les gens craignent que s'il revient au pouvoir, la démocratie souffrira d'un certain coup, ce qui n'est certainement pas la situation de Harris. Mais le discours violent, il a été là du début jusqu'à la fin, oui. Et Kamala Harris a été obligée de réagir, même si elle n'utilise pas le même vocabulaire. C'est-à-dire ce vocabulaire limite que vous n'aimeriez pas que votre enfant entende. Kamala ne va pas jusque-là, mais elle essaie tant bien que mal de se défendre quand même, oui. Avec un discours dur qui condamne Trump par rapport à toutes les... tous les errements du personnage et de tous ces problèmes qu'il a avec la justice. L'élection est très serrée, 80 millions de votes par anticipation et 69% des Américains se disent très inquiets du résultat. Juste un dernier point pour terminer, Harris qui est porté par tout Hollywood. On a vu tous les acteurs, hein, oui. Et pas des moindres, hein, les chanteurs, les acteurs de cinéma qui soutiennent Kamala Harris. Trump, en revanche, lui, il a Elon Musk. Oui. Ce n'est pas rien. Oui. Est-ce que ça peut être décisif? Si ce n'est pas décisif, c'est une sociologie de la Californie. La Californie des industriels, la Californie des entrepreneurs, ça va vers Trump. Mais la Californie de Hollywood, la Californie du sport, la Californie de la musique, la Californie du cinéma, oui. Dans l'écrasante majorité, va vers Kamala Harris. Oui. À cause des idées que Kamala Harris défend et qui correspondent aux leurs. La possibilité pour les femmes quand même d'avoir un IVG, oui. Ça, pratiquement toutes les femmes de la Californie sont pour ça. Oui. Et c'est la question de l'avortement, c'est un grand point d'achoppement, tout à fait. Voilà. Donc, Donc, sur le plan sociologique, il y a une différence entre les deux. Ils sont tous les deux américains, mais leur perception et leur compréhension de l'Amérique, de la société, n'est pas la même. Ce qui fait que donc leurs priorités peuvent être différentes, même si des fois ils se défendent de bec et ongle pour dire que oui, ça aussi j'en tiens compte, parce que ne dites pas aux Américains que Donald Trump va essayer de régler les problèmes des frontières et de l'immigration. Ne dites pas que Trump s'en occupera et Kamala ne s'en occupera pas. Elle s'en occupera, mais son discours n'est pas aussi tranché et aussi violent que celui de Trump. Ouais, et parmi les souteneurs de Kamala Harris, on peut citer juste Taylor Swift, qui est très très suivi, et ça aussi, c'est un élément... C'est la Youssou N'Dour des États-Unis en ce moment. Oui. Merci beaucoup, professeur. Mais je vous en prie. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci à vous, chers téléspectateurs. Restez avec nous.